Il s'apprête tout juste à prendre une bouchée de son dessert, lève la tête, et voit à l'extérieur un groupe de policiers qui arment soudainement leurs fusils. L'homme balaie rapidement la pièce des yeux, il n'y a dans le restaurant qu'un couple de personnes âgées et quelques enfants en train de jouer. Il comprend immédiatement que ces policiers sont là pour lui, mais sa première réaction n'est pas de s'enfuir, mais plutôt de poser calmement ses couverts, tout en réglant l'addition au passage. En tant qu'ancien soldat d'élite des forces spéciales, Jack pourrait neutraliser ces hommes avec une facilité déconcertante, mais il se montre coopératif et lève les mains. Nouvellement arrivé dans la petite ville, il ne veut pas faire d'esclandre, l'urgence est de comprendre dans quel genre de pétrin il s'est fourré. À peine entré au poste de police, Jack commence à observer les environs sans en avoir l'air. L'agent le fouille au corps et ne trouve que $200 et une médaille française de la Seconde Guerre mondiale. Face à l'interrogatoire et à l'enregistrement de la policière, Jack reste silencieux du début à la fin, mais ses yeux ne s'arrêtent pas une seconde, les photos de groupe sur le mur, les expressions et les comportements des gens autour de lui, aucun de ces détails n'échappe à son regard. Cependant, cette attitude hautaine met de rire complètement hors de lui, et il menace Jack de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Au moment où la situation aboutit à une impasse, un homme intervient pour désamorcer les choses, il s'agit de l'inspecteur en chef du poste de police de la ville. Jack est emmené à part dans la salle de conférence, et par l'intermédiaire de l'inspecteur, il apprend également le déroulement de l'affaire. Pas plus tard que la nuit dernière, un meurtre a eu lieu dans la petite ville, l'arrière de la tête de la victime a été touché à bout portant par 2 balles de 9 mm, mais aucune douille n'a été retrouvée sur les lieux, de plus le meurtrier a roué le cadavre de coups pendant pas moins de 2h30, pour finalement le dissimuler à la hâte avec un simple morceau de carton. Et c'est justement ce matin-là qu'un témoin a affirmé avoir vu un homme costaud, avec une grosse tête et un cou épais, rôder près du lieu où le corps a été abandonné, ce qui explique pourquoi Jack a été amené ici. Après avoir pris connaissance des tenants et aboutissants de l'affaire, Jack choisit enfin de ne plus garder le silence. Et avant même que l'inspecteur ne puisse le questionner davantage, Jack commence de lui-même à exposer ses déductions. En se basant uniquement sur les quelques détails épars fournis par l'inspecteur, il décortique l'intégralité du déroulement de l'affaire avec une clarté absolue. Jack souligne que les meurtriers impliqués dans le dépôt du corps ne sont absolument pas seuls, mais bien 3. Silence was used. He also knew enough to pick up his brass. This wasn't a first timer. This was someone who knew how to conduct a quite effective killing. Okay, good. You're also looking for a psycho who beat him a body post-mortem. Someone completely unhinged. Totally different profile from a professional shooter. Something wrong? No. You said that with 3. Your psycho isn't suddenly going to be rational enough to know he has to hide the body, and your meticulous shooter isn't going to do a sloppy job with roadside cardboard. But the third guy's so worried about getting out of there, he grabs some nearby debris and just lays it across the corpse. You said the victim was big, so most likely his feet were sticking out. That's how he got spotted. Tall people never have enough room for their feet. Ce raisonnement est d'une logique si implacable que même l'inspecteur ne peut s'empêcher de l'applaudir intérieurement, réalisant que la police a probablement vraiment arrêté la mauvaise personne. Mais tant qu'aucune preuve clé n'a été trouvée, Jack ne peut toujours pas être lavé de tout soupçon. D'autant plus que Rose découvre après enquête que le passé de Jack est aussi vierge qu'une feuille blanche, la base de données ne contient aucune information sur lui, et il n'a laissé pas la moindre trace sur internet, comme si quelqu'un l'avait délibérément effacé. Pourtant, cet homme qui n'existe pas a traversé plus de 1000 km pour venir spécialement dans cette petite ville isolée, et son seul but serait de rendre hommage à un chanteur de blues décédé, une version des faits qui est tout de même un peu trop tirée par les cheveux. Les choses en étant là, l'inspecteur n'a d'autre choix que d'enfermer Jack pour le moment. Pendant sa détention, la police découvre une série de numéros de téléphone sous la semelle de la chaussure de la victime. En remontant la piste, l'inspecteur retrouve le propriétaire du numéro, Paul, et cet individu n'est pas n'importe qui, c'est un cadre supérieur de banque bien connu dans la région, au parcours sans tache, et qui n'a jamais eu de casier judiciaire. Face à la visite d'enquête de l'inspecteur à son domicile, Paul répond d'abord avec une assurance inébranlable, affirmant calmement n'avoir jamais vu la victime, et encore moins entendu parler d'une quelconque fusillade. Tout en posant ses questions, l'inspecteur observe ses expressions de manière impassible, mais ne parvient à déceler absolument aucune faille. Mais juste à ce moment-là, Paul aperçoit soudain une berline noire garée par la fenêtre. Son expression calme est instantanément remplacée par de la panique, et il change brusquement de ton. I did it. I killed the guy. It was me. Ces aveux soudains prennent l'inspecteur et son collègue totalement au dépourvu, il refuse même son droit de recours en tant que citoyen, cherchant avec impatience à être incarcéré, comme si la prison était sa véritable maison. À travers les expressions et le langage corporel de Paul, l'inspecteur voit d'un seul coup d'œil qu'il est en train de mentir. So you expect me to believe that you, a man with no criminal record, that you just blew a man away? A double-barrel shotgun blast right to the face, and then burned the body. Yes, I did.
mais il ne démonte pas son mensonge sur le champ. Puisque Paul préfère servir de bouc émissaire, l'inspecteur décide tout simplement d'entrer dans son jeu et de placer d'abord Paul en détention. Cela permet non seulement de s'assurer qu'il ne sera pas réduit au silence, mais aussi de remonter la piste pour démasquer le véritable coupable dans l'ombre, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Quant aux aveux de Paul, ils permettent également de disculper temporairement Jacques, si bien que l'inspecteur décide sur le champ de le relâcher, mais Jacques se met alors à faire des manières. Oscar. It's okay. I got it. You guys were psycho. Jacques sort du poste de police en se pavanant, mais l'inspecteur n'a pas l'intention de le laisser filer si facilement. Il raconte à Jacques tous les détails des aveux de Paul, dans l'espoir de lui soutirer d'autres indices, mais Jacques ne mord absolument pas à l'hameçon et s'apprête à quitter la petite ville sur le champ. Voyant que l'autre refuse de coopérer, l'inspecteur décide de jouer de mauvaise foi avec audace, I'm just thinking the guy who was seen near the murder site, guilty or not, may still have information to share. déclarant qu'il peut raisonnablement soupçonner que le but des aveux de Paul est justement de servir de bouc émissaire pour Jacques. Ces paroles finissent bien sûr par provoquer la colère de Jacques, qui réprimande furieusement l'inspecteur en lui disant qu'au lieu de s'acharner sur lui, il ferait mieux d'aller enquêter sur ses propres subordonnés. Il s'avère qu'au moment même de l'arrestation de Paul, l'agent Steve avait échangé avec lui un contact visuel d'une durée de 2,5 secondes. Derrière cette micro-expression pour le moins inhabituelle se cache absolument un secret inavouable. Mais même en étant allé aussi loin dans ses propos, l'inspecteur reste campé sur ses positions. Si tu es capable de donner autant de détails, c'est que tu es forcément impliqué. Même s'il a bien conscience qu'il s'agit d'une provocation de la part de l'inspecteur, Jacques ne peut finalement pas s'en empêcher et lui inflige une défaite psychologique écrasante. From all appearances, you're well educated, but you took a job in the middle of nowhere with people that look nothing like you. You're also about 40, which means you did your 20 at Boston PD to get your pension so you can afford a proper Southern soup, and you still look like a black Sherlock Holmes. Means no woman in your life making sure you dress right. Death or divorce. Marriage divorce has a higher probability, but you still wear the ring. By the wear on it, play with it, obsess over it. As for the smoking, when I broke down the 3 murderers back there, you started to think you had the wrong guy. Stressed you out. Water or glass moved the bit. Made your phone legs and made your labors bounce under the table. Le visage de l'inspecteur s'assombrit de colère en l'entendant, ce qui prouve aussi indirectement que les déductions de Jacques ont visé juste dans 9 cas sur 10. À présent, il lui est encore plus impossible de laisser partir Jacques si facilement, lui ordonnant de retourner à l'intérieur. De retour au poste de police, il convoque furieusement son subordonné dans son bureau pour jouer carte sur table avec lui sans détour, et c'est seulement ainsi qu'une partie de la vérité finit par éclater au grand jour.